Nous, notre thème, ça a été la modélisation de développement cellulaire. Et notre intention principale, c'est d'étudier l'évolution de la vie dans deux espaces différents. Donc, dans un premier temps, on va travailler sur un ruban, donc en première dimension, avec deux états possibles, c'est-à-dire la vie ou la mort, représenté respectivement par un 0 pour la mort et par un 1 pour la vie. Et ensuite, on va travailler sur une grille, donc en deux dimensions, et observer l'évolution de cette vie. On choisit des règles pour modéliser une situation qui ne marche pas particulière. Donc, chaque cellule au temps t plus 1 dépend de l'état de ces cellules au temps t. On a 0, 1, 0. Et si on regarde dans une règle... proche de votre micro quand vous parlez, sinon je ne vous entends pas du tout. Si on a 0, 1, 0, donc règle, ça nous donne bien à 0 au temps t plus 1. Si on regarde le 1, 0, 1, on tombe aussi, encore une fois, c'est une cellule qui sera morte au milieu, donc au temps t2. Il y a une surpopulation, donc 1, 1, 1. Au temps t, la cellule est étouffée et donc la cellule sera morte au temps t plus 1. De même que s'il y a 3 cellules mortes au temps t, la cellule sera aussi morte au temps t plus 1 car il n'y aura pas de génération spontanée. Issue d'une réflexion simple, on peut observer la figure suivante. En traçant pas à pas les cellules vivantes et mortes en fonction de la loi que l'on a choisie passe-temps. On s'est très vite posé la question du nombre de règles existantes en une dimension. La réponse à cette question est 2 puissance 8. Pourquoi 2 puissance 8 ? Parce que le 2 correspond au nombre de choix par case, 1 ou 0, et 8 correspond au nombre de configurations initiales différentes. Ces règles, et nous avons rapidement pensé à convertir ces règles binaires en des règles décimales. On vous entend pas, ça coupe. D'accord. Est-ce que là, vous m'entendez ? Oui, là, c'est bon. D'accord. Là, c'est bon. La deuxième est la... Là, c'est plus bon. Est-ce que vous pourriez essayer de parler plus proche de votre micro, peut-être ? Ou c'est peut-être un problème de connexion, ça, je ne sais pas. Non, on vous entend vraiment pas. Est-ce que là, vous m'entendez ? Là, oui. D'accord. La deuxième et la troisième ligne, soit 2 puissance 7 fois 0, puis 2 puissance 6 fois 1, et ainsi de suite, ce qui nous donnera donc la règle 90. En les dessinant, donc on s'est vite rendu compte que c'était très long, et si on se trompait, la règle était donc fausse. Du coup, on a essayé de la modéliser sur un tableur. Donc ici, on voit, c'est la première feuille, c'est un diagramme espace-temps, donc l'espace en fonction du temps. Feuille, nous définissons la règle. La première ligne du tableur de la feuille 1 est définie aléatoirement. Et ensuite, ça, c'est la formule que nous rentrons pour les cellules qui sont en dessous. Nous allons utiliser le 6 conditions, ça permet de mettre plusieurs 6 suite. Donc, on voit toutes les possibilités pour les cellules A1, B1 et C1. Et on renvoie ensuite à la conséquence qui est dans la feuille numéro 2. Après, on a créé un convertisseur qui convertit les décimales. On ne vous entend plus là. Que certaines règles possèdent une symétrie et une conjugaison. Les 0 et les 1 des lignes 2 et 3 correspondent à l'état de la cellule en fonction des configurations de la ligne 1. Grâce à une symétrie axiale, la configuration 110 devient 11 et la 100 devient 1. Ainsi, les règles symétriques, les 0 et les 1 de ces configurations sont inversées. Donc, par exemple, ici, on peut voir que le 0 devient 1.
Donc la cellule morte devient vivante. Nous avons observé la règle 90 que nous considérons d'ailleurs comme naturelle, car les configurations ne prennent pas en compte le placement des cellules. Ainsi, contrairement aux règles symétriques, la configuration 11 et 110 donnent le même état de cellule. Les cellules sont soit mortes, soit vivantes. On a envisagé un troisième état. Ainsi, la cellule peut être malade, vivante ou morte. On ne vous entend plus, désolé. À 3 et le nombre de configurations initiales de 8 à 27. Il y a donc un dé avec 3 états, 3 puissance 27 règles. Nous avons également envisagé d'étudier la densité de population initiale, puis ses évolutions au cours du temps. Par exemple, pour la règle 0, où toutes les configurations initiales donnent une cellule morte, aura au temps t plus 1 une densité égale à 0. La règle 255, qui donne une cellule vivante pour toutes les configurations, donnera une densité est égale à 0 au temps t plus 1. Est égale à 1, pardon, au temps t plus 1. On ne vous entend pas. Vous m'entendez? Là, oui. Donc, sur un tableur, on a modélisé une règle simple. On ne vous entend plus. Est égale à 3 ou égale à 0. Essayez vraiment de parler près du micro parce que ça coupe trop et on n'arrive pas à suivre. Voilà. Je vous ai perdu après. Sur un tableur, on a modélisé la règle. Oui, voilà. Sur un tableur, on a modélisé une règle simple qui est si la somme de 3 cellules est égale à 3 ou égale à 0, alors la cellule du milieu au temps d'après sera morte. Par contre, si la somme de 3 cellules Par contre, si la somme de 3 cellules, après je vous ai plus, je vous ai plus. Ou alors, attendez, inférieure à 3 ou supérieure à 0, la cellule du milieu au temps d'après sera morte. Ouais. Donc ça, c'est notre règle. Et à partir de cette règle, on observe donc une structure complexe, donc qui s'appelle une fractale, et on l'observe à plusieurs échelles. On se retrouve également dans la nature, avec le chou romanesco, par exemple. Cette fractale, on peut la retrouver quand on modélise d'autres règles simples, mais ça ne sera pas forcément la même forme, c'est-à-dire pas forcément un triangle. Nous avons essayé de transposer les règles que nous avions établies en une dimension dans un tableur en 2 dimensions, mais nous nous sommes très vite aperçus que ça allait être extrêmement compliqué et que nous allions être extrêmement limités. En effet, on peut se rendre compte qu'en 1D, on a affaire à une ligne, c'est-à-dire que la cellule vivante en rouge interagit avec ses 2 voisines, alors qu'en 2D, on aura affaire à une grille qu'on peut représenter par un carré, avec laquelle la cellule rouge va interagir au lieu de 2 voisines avec ses 8 voisines autour. Donc on se rend facilement compte que c'est beaucoup plus compliqué à modéliser, à visualiser et à traduire mathématiquement. Pour vous présenter ça, on va d'abord vous expliquer quel outil on a utilisé et comment on a mené nos recherches, et ensuite ce qu'on a trouvé lors de nos recherches. Et l'arrivée d'une nouvelle dimension que nous donne la 2D nous a apporté beaucoup de possibilités de recherche. Par manque de temps, on a dû se limiter à une unique possibilité de recherche unique. En utilisant un logiciel de simulation, nous avons pu faire des tests à petite et à grande échelle.
notre méthode de recherche a été très simpliste au début. C'est un aléatoire pour pouvoir voir les résultats obtenus sur une règle prédéfinie. Les recherches sont ensuite un peu plus recentrées d'une façon méthodique et logique. Nous avons essayé de catalogiser les différentes structures qui pouvaient rester après des centaines de générations ou qui faisaient des mouvements plus intéressants. Et nous avons également fait varier les états initiaux selon des structures mathématiques. Nous allons donc vous faire un compte-rendu de ces résultats d'expérience. Pour commencer, nous sommes intéressés aux règles possibles en 2D. Comme dit dans l'intro, en 2D, la plupart des règles logiques et simplistes sont influencées par les 8 voisines autour de la cellule de base. En rajoutant le fait que les voisines peuvent être soit vivantes, 2 puissance 8 voisinage. Et les cellules autant UN plus 1, selon ce voisinage, sera donc, je vais reprendre, selon le voisinage, il y aura donc 2 puissance 256 règles différentes. C'est-à-dire 15 fois 10 puissance 70 règles imaginables avec juste ces 2 facteurs basiques. Il est évident qu'on pourrait considérer plus de 2 états et évidemment étendre la zone d'influence, mais on s'est limité pour pouvoir présenter un truc valable au congrès. Toutes les règles comme en 1D ne sont pas bonnes à prendre. Par exemple, la règle Terminator qui tue tous les cellules autant UN plus 1, ou la règle Lapin qui crée plein de cellules autant UN plus 1. Donc, nous avons fait un choix, nous avons fait le choix du jeu de la vie que va vous présenter Amélie. Donc, nous avons choisi le jeu de la vie créé par Conway, car c'est la plus pertinente pour représenter la réalité. C'est la règle par défaut du logiciel Goli que nous avons utilisé et qui sera présentée après. Représente un exemple de génération cellulaire, donc étape par étape, mais également sur de très à longue échelle, puisqu'on peut voir sur 100 générations ou même plus. Le jeu de Conway définit l'état d'une cellule selon l'état des 8 cellules adjacentes. Il compte le nombre de cellules vivantes pour définir l'état de la cellule. Donc, si 3 cellules avoisinantes sont vivantes, alors la cellule devient vivante. Si 2 cellules avoisinantes sont vivantes, alors elles restent dans le même état. Donc, si elle était vivante, elle reste vivante. Si elle était morte, elle reste morte. Et dans tous les autres cas, donc une cellule, 2 cellules, ou moins, dans tous les autres cas, la cellule meurt ou reste morte. Je vais vous montrer un exemple de génération d'une cellule vivante sur un exemple d'un carré de 3 sur 3. Alors, on constate dans l'entourage de la cellule morte, entourage, il y a 3 cellules vivantes. La naissance de la cellule. Parlez plus proche de votre micro. On a du mal à vous entendre. Ces règles sont intéressantes car elles amènent la cellule à changer d'état jusqu'à une stabilisation. Pour faire la représentation, on a utilisé un logiciel adapté nommé Goli. Ça a permis un gain de temps, parce qu'on n'a pas eu besoin de créer notre propre script ou de faire une représentation sur tableur ou manuellement. L'interface est assez simple à utiliser et aussi assez optimisée. J'ai fait mon propre script, mais cette interface n'était pas optimisée, assez lente et très primaire. Et très longue aussi. On ne vous entend pas. Avec Goli, nous avons cherché à voir ce vers quoi tendaient les structures après plusieurs générations. Donc, ce sont les structures stables. Les structures stables les plus simples que nous avons trouvées, ce sont les structures non étirables. Donc, elles doivent avoir ce nombre précis de cellules dans cet ordre-ci. Et nous avons aussi trouvé des structures qui sont donc étirables à l'infini, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir plus de nombre de cellules et quel que soit leur nombre, elles fonctionneront toujours et ne bougeront toujours pas après plusieurs centaines de générations. J'ai remarqué que des clignotants se formaient après plusieurs centaines de générations. Le plus courant est le premier,
Et nous avons donc, à partir de ça, cherché à trouver le deuxième et le troisième que vous pouvez voir. Là, nous avons cherché si il était possible d'avoir des clignotants, mais sur plus que 2 générations. Nous avons trouvé donc un oscillateur qui tourne sur 15 générations. Comme vous pouvez le voir là. On ne vous entend plus. C'est sur une autre fenêtre de partage. OK. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour l'exposé. Alors, attendez. Non, On n'a pas tout à fait fini. Est-ce que vous voyez Goli? Non. Ah, oui. Oui, c'est bon. Par contre, on ne vous entend pas. Voici ne fait que se répéter, donc le même motif revient. Nous avons aussi trouvé lors de nos recherches une structure qui ne fait que se déplacer. Donc elle a seulement 5 cellules et garde 5 cellules et tourne avec 4 états. On ne vous entend pas. Observer les différentes structures et formes qu'on obtient lorsque l'on parle d'une structure simple, comme un carré ou un triangle par exemple, et également essayer comme projet de passer en 3 dimensions, bien que les possibilités soient multiples. Enfin, l'activité de Math Engine nous a permis à tous de travailler et de réfléchir en équipe et de nous poser les bonnes questions sur un sujet complexe, ce qui change des activités basiques des mathématiques. Notre exposé est fini. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Eh bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? On va passer à une petite phase de questions. Alors, moi, du coup, j'avais une question pour vous. Vous parliez en dimension 1 d'une règle que vous appelez règle naturelle. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement pourquoi vous la considériez. Ça, c'était peut-être revenir et m'expliquer. Et aussi, est-ce que vous auriez trouvé des règles naturelles en 2 dimensions ou pour vous, ça ressemblerait à quoi une règle naturelle en 2 dimensions? À votre avis? En première dimension, la règle qu'on a appelée naturelle, c'est une règle qui est symétrique et qui nous paraît coller au mieux aux lois biologiques. Alors évidemment, c'est simple, hein, mais en une dimension, c'est ce qu'il y a de plus logique, on va dire, enfin, de plus réel. Et en 2 dimensions, le plus logique biologique, c'est des biologique parce qu'on a 2 facteurs. On a la multiplication, si la mort, parce que les cellules
Et donc là, par exemple, en 1D, quand il y a 3 cellules, la cellule au temps UN+1 va mourir parce qu'il n'y aura pas assez à manger, entre guillemets. C'est pour ça que c'est une bonne modélisation et c'est pour ça que la règle paraît naturelle. D'accord. Super, je vous remercie. Alors, j'avais également une autre question. Est-ce que vous avez essayé de regarder si vous démarrez de 2 configurations initiales proches, est-ce qu'on arrive à retrouver des configurations quand on fait tourner le jeu de la vie similaires, ou au contraire, est-ce que c'est très différent même si on modifie un tout petit peu au début? Est-ce que vous avez regardé ce genre de choses? Alors, dans nos recherches, on s'est amusé on a recherché sur des lignes à faire varier la taille d'une ligne sur le jeu de la vie. Donc, on remarque que la structure qui résulte à la fin reste symétrique, mais d'une cellule à 2 cellules, ça change totalement le résultat. Et le plus intéressant dans ça, mais on n'a pas pu le présenter dans l'exposé, c'est que les structures semblent chaotiques, mais en fait sont reliées par des symétries axiales qui sont incroyables. Super. Donc ça veut dire que en fait, il y a certains éléments dans l'état initial qui sont conservés, c'est ça? Donc c'est des sortes de symétrie. Et au contraire, où c'est il y a d'autres parties où ça a l'air beaucoup plus chaotique, mais ça conserve ces espèces de symétrie, c'est ça? C'est ça. C'est en gros, on pourrait dire, par exemple, pour une ligne, le résultat final peut être divisé en 4 parties, comme une croix, avec qui ferait une symétrie pour chaque quart. Dans chaque quart, le résultat est plutôt chaotique en soi, mais chaque quart se répète, entre guillemets. Ce qui est assez impressionnant pour à partir juste d'une ligne, qui soit symétrique. Super, super, super. Tu vas pas faire de ça toute la matinée, toi, hein. Tu te mets au boulot parce que c'est bon. Alors, alors n'hésitez pas surtout à m'interrompre. Enfin, je pense qu'on a bientôt fini la séance de questions, mais j'avais une dernière petite question. Est-ce que donc vous avez mis en évidence des motifs qui se répétaient, une espèce de période où là, je crois que vous avez appelé ça le shaker. Est-ce que vous pensez qu'il existe des motifs qui se répètent, mais aussi longs que possible, c'est-à-dire avec des périodes, genre vous partez d'un motif, et puis ça change, ça change, ça change, ça change, et puis au bout de 1000 périodes, 1000 itérations, ça revient à l'état initial. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver des trucs comme ça? Possible, à mon avis, parce que le jeu de la vie est très symétrique dans sa façon de faire. Une structure qui se répète beaucoup de fois sur 15 périodes, ce qui est assez impressionnant. Donc on pense que c'est possible, mais le générer aléatoirement est une chose très dure, j'imagine, mais on pourrait le construire. Super. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions? Sinon, je vous propose de remercier Reims encore une fois pour le super exposé, malgré les problèmes de micro. C'était pas un problème, c'était très intéressant. Voilà, bravo à vous. Merci.